Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. En début de semaine, je vous ai donné l'opportunité de me poser vos questions dans la barre de commentaires. C'était donc dans la vidéo de lundi. Vous avez été assez nombreux à répondre à ma demande. Donc aujourd'hui on est parti pour une petite vingtaine de questions. On va démarrer avec la première. Allocine, penses-tu que le hors-jeu semi-automatique est une bonne chose en vue du mondial ou est-ce que c'est inquiétant pour les arbitres? Il y a beaucoup de polémiques évidemment par rapport à l'utilisation de la vidéo parce que aussi il y a parfois des soucis technologiques, la VAR qui ne fonctionne pas et parce que aussi la technologie réduit tout simplement le niveau de compétence des arbitres. Moi je suis plutôt favorable à cette utilisation. De ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir des capteurs qui vont être positionnés un petit peu partout dans le stade. Je crois que c'est surtout au niveau des toitures pour connaître en temps réel le positionnement donc, des défenseurs, des attaquants, bref, de tous les joueurs qui sont sur le terrain et pour pouvoir donc prendre une décision plus rapide sur les hors-jeux. C'est un outil qui va permettre à la VAR d'aller plus rapidement dans ses choix, dans ses décisions. Donc voilà, vu comme ça, moi ça me semble être quelque chose d'intéressant parce que ce qui me gêne surtout avec l'utilisation de la VAR, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors certes, ça réduit évidemment les erreurs, mais ça prend beaucoup trop de temps et ça pénalise le rythme d'une rencontre. Depuis que c'est arrivé, la VAR, il y a quelques années, parfois les décisions, elles prennent 3, 4, 5 minutes, c'est trop long, voilà, c'est beaucoup trop long, donc il faut encore une fois apporter des améliorations et je pense que celle-là peut être une amélioration importante pour en temps réel comprendre très rapidement si tel ou tel joueur est hors jeu ou si alors le but peut être validé. Ensuite, question de Jerzer du 90. Salut, est-ce que tu penses que la Ligue des Champions de cette année sera l'une des plus relevées parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont améliorées au niveau de leur jeu, des joueurs, des entraîneurs. Personnellement, je ne pense pas que ça soit beaucoup plus relevé que les saisons passées. Comme tous les ans, voilà, il y a des équipes qui se sont renforcées sur le mercato. Évidemment, celle qui nous vient tout de suite en tête, c'est quand même le Barça. Le Bayern a fait aussi de bonnes choses. La Juve aussi se renforce un petit peu. Après, de là à dire que ça sera beaucoup plus relevé, je n'en suis pas sûr. Par exemple, on peut, à contrario, dire que Liverpool me semble tout de même s'être amoindri par rapport à la saison passée. Je pense que les Reds actuellement manquent de qualité. Donc c'est une balance un petit peu. Il y a des équipes qui se sont renforcées, il y en a d'autres qui ne se sont pas forcément renforcées. Donc je ne suis pas sûr que le niveau soit beaucoup plus élevé que l'année passée. Ensuite, on va enchaîner avec une question de Franco91 par rapport à la brouille entre Neymar et Mbappé, la brouille de la semaine dernière par rapport à l'histoire du penalty face à Montpellier. Franco, lui, il prend le parti de Neymar qui a vu donc Kylian venir discuter avec lui pour prendre le deuxième penalty qu'il y a eu dans cette rencontre et que d'ailleurs Neymar a marqué. Il me demande qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait Kylian. Est-ce que tu es du côté de Neymar? Moi, ce qui me gêne, ce sont les likes de Neymar sur Twitter. Après, les amis, je ne sais pas quel était le joueur qui était désigné pour tirer le penalty. Il semblerait que c'était Mbappé, puisque Mbappé a tiré le premier penalty. Donc peut-être que le deuxième était aussi à lui. Après, peut-être que Christophe Galtier a aussi dit, voilà, s'il y a deux penaltys dans la rencontre, si le premier est raté, eh bien on change de tireur pour le deuxième. Voilà, je ne sais pas, je ne suis pas Christophe Galtier. Après, c'est vrai que quand Neymar prend le ballon, moi ça me perturbe quand même un petit peu le fait que Kylian vienne discuter avec lui. Alors oui, il y a de l'ego derrière tout ça, mais si Neymar prend le ballon et qu'il le sent très bien pour ce deuxième penalty, voilà, t'as pas besoin de venir l'embêter dans la surface de réparation. Donc je suis un petit peu partagé. Je pense que l'attitude de Mbappé sur le terrain, son attitude propre où il était la tête basse en train de bouder, elle est pas bonne. Ce qu'il a fait lorsque Neymar allait tirer le penalty, c'est pas bon. Et puis ce qu'a fait Neymar à l'issue de la rencontre, d'aller liker des choses sur Twitter, c'est pas bon non plus. Ensuite, les amis, on continue avec plusieurs questions de Raphaël
Ribeiro qui m'a laissé un joli petit message, Raphaël Ribeiro, je le remercie. Il me pose plusieurs questions. Déjà premièrement, il me demande si je suis supporter du FC Barcelone. Non, je ne suis pas supporter du FC Barcelone. Est-ce que tu es toujours abonné au DFCO cette saison? Non, je ne m'abonnerai pas au DFCO cette saison. J'ai été voir le premier match face à Saint-Etienne et je ne m'abonnerai pas cette saison parce que je vais partir à l'étranger. Donc voilà, je ne serai pas là pour voir les matchs du DFCO. Et par rapport aux vidéos IRL avec mon frère Bizbiz, voilà, là on va pas se mentir les amis, il n'y aura pas de vidéo IRL avec Bizbiz qui sortirait dans les prochaines semaines, même si je sais très bien que ça peut vous plaire. Non, on n'en fera pas prochainement. Ensuite, question de l'Albanais 1030. Est-ce que selon toi, Haaland va réussir ou flopper du côté de Manchester City? Moi personnellement, j'en ai déjà parlé, je crois, d'ailleurs sur l'une des précédentes FAQ, il y avait eu une question assez similaire. Je pense qu'Haaland va réussir à Manchester City, il n'y a pas de doute pour moi en tout cas. C'est un joueur qui vient d'arriver, qui doit encore s'adapter. C'est totalement différent de jouer à Dortmund et de jouer à Manchester City. C'est un extrême, hein. Dortmund, c'est une équipe qui a des transitions très rapides vers l'avant. Avec Manchester City, le jeu de Erling Haaland doit s'adapter un petit peu parce que là, il y a beaucoup plus la possession, donc il est beaucoup moins dans un registre où il va aller, pourquoi pas, chercher la profondeur. Là, il est plutôt dans un registre où il est utilisé en tant que pivot. Il n'y a pas forcément énormément de courses à faire pour Haaland avec Manchester City. Après, les qualités devant le but, personne va mettre en doute par contre que Haaland, c'est tout simplement l'un des meilleurs numéro 9 du monde actuellement, accompagné de Benzema, de Lewandowski. C'est tout simplement l'un des meilleurs, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'Haaland il va marquer ses buts du côté de Manchester City. Juste voilà, c'est une période d'adaptation comme pour Darwin Núñez, même si j'aimais un petit peu plus de doute par rapport à Darwin Núñez. Haaland doit s'adapter, les qualités devant le but, il les a, donc voilà, je pense pas du tout qu'il y aura un flop d'Haaland du côté de Manchester City. Ça fait un mois qu'il est là les amis, il faut lui laisser le temps, hein. Vous savez tous que ça prend un petit peu de temps de s'adapter à une nouvelle équipe, à un nouveau championnat, ça prendra un petit peu de temps pour Erling Haaland. Ensuite on enchaîne avec une question de Antoine De Witt. Tu es dans quel team d'entraîneurs? La team des entraîneurs plutôt calmes, style Zidane, ou alors ceux un petit peu plus excités, style Antonio Conte? Et est-ce que ça te dérange ce cinéma entre Conte et Tourelle? Bon, pas du tout, hein, ça me dérange absolument pas. J'aime voir ce genre de choses, voilà, hein. Moi c'est quelque chose qui me plaît assez de voir tout ce folklore autour du foot, des petites bagarres entre certains joueurs, évidemment, voilà, dans la limite du raisonnable, hein. Je demande pas un pugilat, mais j'aime bien quand il y a un petit peu de friction, et voilà, ça m'a fait sourire de voir ces altercations entre Conte et Tourelle. Et puis en ce qui concerne les entraîneurs que j'apprécie, je suis plutôt sur les profils des entraîneurs assez sanguins, assez volcaniques. Conte par exemple. Jürgen Klopp, il peut aussi souvent sur son banc de touche complètement péter un câble. On a déjà vu des visages voilà, très, très sérieux de Jürgen Klopp en train d'hurler sur le quatrième arbitre. Quelqu'un comme Jorge Sampaoli aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce style d'entraîneur. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, hein, mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup voir ce show entre guillemets sur le banc de touche. Ensuite, question de Romaric. Par rapport à la gestion du Barça, comment les dirigeants de ce club peuvent recruter des joueurs à prix d'or et demander à ceux qui sont là de baisser leur salaire en faisant pression sur eux? J'aimerais avoir ton point de vue sur la gestion financière du Barça cette saison. J'en ai parlé quelques fois sur la chaîne lors des AZI. Le Barça a emprunté en fait de l'argent pour payer son prêt qu'il y avait déjà par rapport au club qui est endetté depuis quelques années. Donc le Barça a fait un nouveau prêt pour payer la dette, et le Barça a aussi vendu donc des droits, Barça Studio par exemple, qui gère un petit peu des réseaux sociaux, ce genre de choses. Le Barça a vendu des parts sur les 20 ou 25 prochaines années pour avoir de l'argent tout de suite, maintenant. C'est ce que voulait faire le Barça, parce que le Barça est une équipe qui a une forte valeur, donc du côté des dirigeants, on sait que voilà, on pourra retrouver vraisemblablement cet argent au cours des prochaines années, et là il fallait de l'argent tout de suite. Donc c'est peut-être la bonne idée, c'est peut-être quelque chose qui pénalisera le club à l'avenir dans les prochaines années. Après sur la gestion, je pense que tu veux parler du cas Frenkie de Jong. Oui, je trouve que évidemment c'est quelque chose que Frenkie de Jong ne doit absolument pas accepter, cette demande de baisse de salaire, alors qu'il voit le club aller mettre 50 millions sur un tel ou sur un tel.
Évidemment, je pense que Frenkie de Jong, il peut l'avoir en travers de la gorge quand il voit que depuis 3 mois, on fait pression sur lui pour quitter le club, pour baisser son salaire maintenant depuis quelques semaines, alors que bah voilà, le Barça a enregistré pas mal de recrues. Donc oui, c'est un petit peu une méthode qui, évidemment, n'est pas très saine, et surtout, c'est une méthode qui est un petit peu honteuse de la part du Barça de faire pression comme ça. On poursuit les amis avec une question de Abel Junior. Quel est ton avis sur Lionel Messi l'année prochaine? Est-ce qu'il doit rester au Paris Saint-Germain, aller en Major League Soccer ou retourner au Barça? J'espère que Léo n'ira pas en Major League Soccer. Je pense qu'il a encore, voilà, il peut encore offrir au foot en Europe. Donc j'espère qu'il n'ira pas en Major League Soccer. On voit plutôt pour le moment un bon début de saison de Léo. Après, voilà, c'est ses objectifs à lui. Je pense qu'il a quand même quitté le Barça en mauvais termes. Alors oui, on voit depuis quelques semaines que le président Joan Laporta met de l'eau dans son vin pour faire comprendre que le Barça tentera tout pour faire revenir Léo l'année prochaine, pardon. Je ne sais pas si Léo accepterait de revenir du côté de Barcelone, hein. Il me semble quand même qu'il a quitté le club en étant en sérieux désaccord avec le Barça. Donc je ne suis pas sûr que Léo revienne du côté de Barcelone, même si évidemment pour l'histoire ça serait magnifique. Après, le PSG aussi, je pense, tentera tout pour le prolonger. Ensuite, question de Clay: que penses-tu du recrutement du Paris Saint-Germain et de leur début de saison? Comme je l'ai déjà dit, voilà, quasiment depuis le début de saison, à chaque week-end, donc trophée des champions plus les 2 premières journées de Ligue 1. Bon là, je vous ai fait cette vidéo les amis, et le PSG va jouer ce soir du côté de Lille, mais la vidéo je l'ai tournée en milieu de semaine, donc franchement, il n'y a que du positif à ressortir du début de saison du Paris Saint-Germain. Là, on peut être, je pense, si on est supporter parisien, on peut être très, très content de ce que l'on voit sur le terrain, de ce que l'on voit en termes de recrutement, de ce que l'on voit aussi en termes de management. Donc voilà, c'est parfait pour le moment du côté du PSG. Le jeu, les attitudes sur le terrain, c'est tout ce que l'on voulait voir depuis de nombreuses années. Après, maintenant, il faut que ça tienne, comme ça. Ensuite, autre question, Florian Maillard: penses-tu que le PSG va aller loin en Ligue des Champions vu le jeu proposé depuis le début de la pré-saison? Je ne sais pas si le PSG ira loin. En tout cas, le PSG met tous les ingrédients pour pouvoir réaliser une belle saison et pour pouvoir performer en Ligue des Champions. L'année passée, quand on regardait les matchs du PSG en Ligue 1, on se disait quand même ça va être compliqué en Ligue des Champions. Voilà, ça a été compliqué. Alors oui, peut-être il y a des circonstances de match face au Real, mais au final, le constat est le même. Le PSG a été très rapidement sorti en Ligue des Champions parce que aussi il y avait des matchs qui étaient plus que moyens en Ligue 1. Et donc au final, face au Real, tu as coulé sur les 30 dernières minutes de cette rencontre. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, le PSG fait un super boulot pour pouvoir performer tout au long de la saison en Ligue des Champions. Après les amis, c'est très compliqué de se projeter sur les huitièmes de finale, parce que la phase de groupe, normalement, ça devrait être une formalité pour le PSG comme pour les plus grandes équipes européennes. La phase de groupe, c'est dans très longtemps. Et en plus de ça, c'est après la Coupe du Monde. Comment les joueurs vont revenir de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y aura de la fatigue? Est-ce qu'il y aura la même motivation? Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. On n'a jamais connu ça. Une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, c'est quelque chose de très important, les amis. Est-ce que les joueurs vont être opérationnels pour revenir au mois de janvier, février, plein ballon pour aller chercher quelque chose en Ligue des Champions? Voilà, ça fait beaucoup de questions. En tout cas, à l'heure actuelle, ce que nous présente le PSG, c'est quelque chose d'ambitieux, c'est quelque chose de séduisant, et c'est quelque chose qui peut permettre au PSG, évidemment, pourquoi pas aller loin en LDC. On continue avec une question de Yannick qui me demande comment je fais mes montages vidéo. C'est pas très compliqué, mes montages vidéo, je les réalise sur Filmora. C'est un logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo. Après, vous savez très bien, les amis, dans mes vidéos, il n'y a pas forcément énormément de montage. Oui, parfois, si je bégaye, s'il y a quelque chose comme ça, je vais faire une petite coupure, mais il n'y a rien de bien compliqué. Je ne suis pas un monteur professionnel, loin de là, donc c'est quelque chose de très basique que je fais, et je le fais sur le logiciel Filmora. On continue avec une question de Serge Malanga. Penses-tu que Erik ten Hag arrivera à redresser la barre avec cette équipe de Manchester United? Et dans le même style, on a une autre question. Poséidon X8.
Que faut-il à Manchester United pour retrouver son apogée? Eh bien, la même réponse pour moi, c'est global. Manchester United, alors je le dis très régulièrement, et même moi je me souviens le dire encore il y a 3 ou 4 ans, ça manque de qualité dans cette équipe de Manchester United. Déjà, la base de tout, elle est là. Hein. Ça manque de qualité dans cette équipe. Si les résultats sont aussi mauvais, si Manchester est chaque fois à 25 points ou 25 ou voire plus de points de Manchester City, c'est que cette équipe manque de qualité. Je suis persuadé qu'Eric Ten Hag est un très bon entraîneur qui, à l'heure actuelle, là où je vous parle les amis, n'a pas les outils pour faire ce qu'il veut avec Manchester United, c'est-à-dire qu'il n'a pas les joueurs à sa disposition, les joueurs qu'il souhaiterait. Il ne peut pas construire l'effectif qu'il veut, donc il faut des joueurs à Manchester United. Il y a aussi, visiblement, je pense, beaucoup de problèmes au sein de la cellule de recrutement, parce que quand on voit tous les flops qui sont arrivés à Manchester United depuis quelques années, bah, c'est pas normal, c'est tout simplement pas normal. Quand on voit d'autres équipes qui travaillent très bien sur le recrutement, et le voisin, hein, évidemment, on compare les extrêmes, mais le voisin de Manchester City, à chaque fois qu'ils vont chercher une recrue, quasiment à chaque fois, hein, les amis, il y a parfois quelques exceptions, mais c'est un joueur qui colle parfaitement au projet. Ben on se dit que c'est pas possible. Du côté de Manchester, il y a des recrues qui arrivent tous les étés et au final, il y en a que très très peu qui réussissent à s'imposer. Donc il y a un gros problème d'effectifs, il y a un gros problème au sein de la cellule de recrutement et donc plus globalement au sein de la gérance de ce club de Manchester United. On continue les amis avec une question de Lamine par rapport à mon podium pour le Ballon d'Or 2022. Alors vous le savez, je le dis sur toutes mes chaînes, les amis, pour moi il n'y a pas de doute, hein, Karim il sera Ballon d'Or. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Benzema numéro 1, Sadio Mané numéro 2 et franchement j'ai envie aussi de parler de Thibaut Courtois. C'est rare hein, pour les gardiens de but, donc je sais très bien que Thibaut Courtois n'aura pas le ballon d'or, hein. À mon avis ça m'étonnerait. Mais par rapport à ce qu'il a fait avec le Real Madrid en Liga, en Ligue des Champions, si la Ligue des Champions elle est pour le Real cette année, c'est quand même une grande partie du boulot qui a été réalisé par Thibaut Courtois. Vous vous rappelez de la finale de la Ligue des Champions, les 11 arrêts face à Liverpool, un record dans l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. Jamais un gardien n'avait été autant sollicité sur une finale de Ligue des Champions. 11 arrêts pour Thibaut Courtois, il les a sortis, donc j'ai envie aussi de récompenser Thibaut Courtois, donc je dirais Benzema, Sadio Mané et Thibaut Courtois. On continue les amis avec une autre question, celle de Mohamed Junior qui me dit j'aime beaucoup tes vidéos. Déjà merci à toi Mohamed, je sais que tu es très présent sur la chaîne, que tu es très présent aussi sur la chaîne du Real Madrid, donc merci à toi, ça fait hyper plaisir. Petite question, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé terminera meilleur buteur de Ligue 1? Oui, je pense que Mbappé terminera meilleur buteur de Ligue 1 cette saison comme l'année passée. Hein, je pense que Kylian va empiler les buts. Ensuite, question de Sonia Romain et on va terminer les amis cette FAQ avec cette question. Penses-tu que Kevin De Bruyne fait partie du top 3 des meilleurs milieux de terrain de tous les temps? Bon, faut y aller doucement, je pense. Meilleur milieu de terrain de tous les temps. Kevin De Bruyne est un très bon milieu de terrain. Il fait certainement partie des meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie. On va dire ça comme ça. Mais bon, les meilleurs milieux de terrain de tous les temps, il faut y aller doucement quand même. C'est sûr que c'est un grand joueur, mais regarde, si on regarde par exemple sur la dernière décennie, on peut parler par exemple de Xavi, d'Andrés Iniesta, je sais pas, Paul Scholes par exemple. Bref, il y en a d'autres. Il fait partie des meilleurs sur les dernières années. Il n'y a pas de doute là-dessus. De tous les temps, je pense qu'il faut rester mesuré dans ses propos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!